Là, il y a un problème, c'est qu'on a le président de la Commission des affaires économiques qui a été salarié pendant 8 ans de différents cabinets conseils, et non des moindres, avant son élection. Et là, ça pose une question de sincérité du scrutin, de sincérité des débats. Nous devons trancher dans le cadre de l'intérêt général. Donc je veux savoir si le déport... Je voudrais savoir si le déport... Non, mais vous énervez pas, on sait bien qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui veulent se recaser là-dedans après, mais bon, ça va. Pas la peine d'hurler, s'il vous plaît. Je voudrais savoir... S'il vous plaît, Monsieur Balanant, s'il vous plaît. J'aimerais savoir... S'il vous plaît, chers collègues, je laisserai... Non, mais sérieusement... Monsieur Balanant, vous vous taisez. Calmez-vous, Balanant. Monsieur Balanant, vous vous taisez. Monsieur Mathieu termine son rappel au règlement. Quel est moi Donc, Monsieur Mathieu termine son rappel au règlement si son groupe ne hurle pas. Si le déport a été bien vérifié par la séance et éventuellement de vérifier quelles sont les règles déontologiques qui s'appliquent aujourd'hui aux députés en ce qui concerne cette qualité d'ancien salarié. Ici, il y a 577 députés. L'article 100. Il y a 577 députés qui sont tous respectables. Tous ont été élus. Ici, on a tous un code de déontologie. Nous sommes tous à l'HTVP. Nous sommes tous extrêmement surveillés. Nous pouvons tous nous déporter sur des questions où on pourrait estimer être impactés. Je trouve ça, Monsieur le Président, scandaleux ce que vient de dire notre collègue Mathieu. Je demande à ce qu'on puisse en parler en bureau. Il met en cause et rappelle les heures les plus noires qu'on a pu connaître dans notre pays, la mise en cause des uns et des autres. Je souhaite que ce soit discuté en bureau. S'il vous plaît. Car ce qu'il dit est juste scandaleux. Je vais répondre. Je veux que ce soit marqué et qu'on en parle au prochain bureau. Je réponds, puis je vous donnerai la parole. Vous avez d'autres rappels au règlement. Les dispositions du règlement, vous les connaissez. Relatives au conflit d'intérêts, elles ont déjà été exprimées dans l'enceinte de cette Assemblée. Elles reposent sur un principe qui est celui de la liberté d'appréciation du député en question. Chaque député apprécie lui-même sa capacité à pouvoir répondre ou à évaluer son conflit d'intérêts. C'est à chaque député d'apprécier, le cas échéant, après consultation du déontologue. Nous pouvons chacun saisir, c'est aussi dans le règlement, le déontologue à ce sujet. Et s'il se trouve en conflit d'intérêts, et si cette situation justifie qu'il ne participe pas à certaines délibérations, il en prend donc la décision. C'est le règlement de l'Assemblée nationale. Le président Maillard a souhaité qu'on puisse remonter ça au bureau. C'est ce que nous ferons. Ce n'est pas la peine de poursuivre les débats sur ce sujet. Chers collègues, vous laissez Madame Imbono faire son rappel au règlement. Il y en aura un autre ensuite. Tout ça va se passer très bien, j'en suis persuadé. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, cette séance voit les membres de la Macronie exprimer une certaine fébrilité, alors que l'interpellation de notre collègue Frédéric Mathieu, je le rappelle, portait sur le respect de nos propres règles de déontologie. Et à cette occasion, il y a eu Madame Obono termine son rappel au règlement. Il y a eu plusieurs mises en cause. Et je m'appuie là sur la désormais jurisprudence de la présidence de cette Assemblée qui se veut inflexible par rapport aux mises en cause. Notre collègue Frédéric Mathieu a été comparé à un facho, une tête de facho, et il a été fait référence aux heures les plus sombres. Je pense aux propos de Monsieur Maillard, qui compare donc les victimes de l'occupation à des députés à qui on demande s'ils sont en cohérence avec les règles de déontologie. Madame la députée. C'est absolument inadmissible. J'ai fait un rappel à l'ordre à notre collègue Balanant. Je considère donc que l'incident est clos. J'ai fait un rappel au règlement. Je prends le rappel au règlement de Monsieur Lucas. Il y a un ordre. Monsieur Lucas a demandé il y a bien longtemps un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Sur les fondements de l'article 73 et 100, moi, je crois que pour retrouver un peu d'apaisement, vous savez, moi, je ne suis pas favorable à la sanctionnite aiguë. Nous ne sommes pas dans un conseil de discipline, nous sommes dans un parlement. Et donc, je souhaiterais que notre collègue Balanant puisse présenter des excuses publiquement ici.
Alors, Monsieur Lucas, stop. J'ai dit que l'incident était clos. J'ai fait un rappel au règlement au collègue Balanant. On ne va pas revenir là-dessus toute la séance. C'est moi qui préside. C'est moi qui demande s'il y a besoin. Je considère que l'affaire est close. Monsieur le Président, je crois sur le règlement. Je crois toujours sur le 73 et sur le 100, et surtout sur le 100 pour cette seconde partie. Je crois qu'il est important qu'on puisse ici évoquer ce qui est un fait politique, un fait démocratique, la consanguinité entre la Macronie, les lobbies, les intérêts privés. Ça, c'est le débat, c'est plus le rappel au règlement. Balanant, puis Émilie Bonivard, merci, et on reprend nos travaux. Merci, Monsieur le Président, de me redonner la parole. Effectivement, j'ai Quel article 70 et la suite. J'ai eu des propos qui sont des propos maladroits et je le reconnais parfaitement. Ce n'étaient pas des propos directement, j'ai dit des méthodes et la suite est effectivement pas très glorieuse, je l'admets. Mais un peu de trouble, tout simplement parce que la déontologie, c'est quelque chose de sérieux. Je travaille beaucoup sur ce sujet avec Cécile Untermaier en particulier. Et ce que vous avez fait n'était pas très correct par rapport aux méthodes que nous avons mises en place régulièrement. Et elles sont même un peu lamentables. Merci. Donc je m'excuse de ce propos qui était effectivement un peu trop outrageux. Moi, comme je vous l'ai dit, j'essaye de comprendre. Depuis hier. Et non, cher collègue, merci. Cette proposition de loi vise à encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. Ok, très bien. Bon, mais expliquez-moi en quoi le recours à des conseils en matière RH, en matière informatique, en matière d'organisation, de réorganisation d'une structure, contribue à la définition des politiques publiques. Non, ça contribue à améliorer l'efficacité de l'établissement public. Mais Monsieur la Baronne, il faut qu'on se mette d'accord. Il n'est pas question d'interdire l'intervention des cabinets conseils. Il est question de les encadrer. Donc, je ne comprends pas que depuis hier, vous disiez sans cesse, pour faire ça, on a besoin des cabinets conseils. D'accord, on a besoin des cabinets conseils. Pour faire une politique RH, on peut faire appel à un cabinet conseil. D'accord, pas de problème. Mais il ne s'agit pas de l'interdire, là. Il s'agit de l'encadrer. Certains qui n'ont pas passé le cap de la notion d'informatique, non plus en tant que fonction support, mais en tant que fonction stratégique. Et évidemment, l'architecture informatique d'une organisation, quel que soit service, quel que soit établissement public, influence l'organisation même au travail, l'organisation des politiques publiques, la façon dont on les mène, la façon dont on les évalue. Le portefeuille de l'Agence des participations de l'État concerne des entreprises comme Airbus, Safran, Thales, Engie, Eramet, Orange. Et la liste s'allonge et donc chacun comprendra bien le caractère stratégique de ces entreprises pour la nation et le caractère lui aussi stratégique des participations que l'État a. Il est donc évident qu'on ne peut pas traiter les participations de l'État dans le droit commun. Répondre pour aller m'inscrire en faux par rapport à ce que va dire notre collègue, d'autant plus qu'il a cité le cas d'Airbus qui m'intéresse beaucoup, puisque c'est sur la circonscription où j'ai la chance d'être élu. Le cas d'Airbus était effectivement assez marquant. On a, comme vous l'avez dit, 11% du capital qui est public et un ensemble de prestations qui y sont délivrées. Ces prestations passent totalement sous le radar dès la délibération collective, c'est une chose, mais aussi du contrôle public. On est dans un moment hallucinant, dans le cas d'Airbus, où il y a des administrateurs publics au CA qui siègent et qui ne rendent compte à personne. Nous n'avons ni feuille de route, ni stratégie, ni objectif. Rien de tout cela avec l'argent public. Dès lors, essayer de retirer les prestations via l'APE du contrôle qu'on opère ici, c'est encore affaiblir un outil qui est largement démantelé par les années successives de réformes. Ensuite, je suis désolée, moi je ne suis pas en phase avec vous sur la question du régalien. C'est pas une histoire de pouvoir régalien, c'est une histoire d'information du citoyen sur le recours au cabinet de conseil. Or, on a déjà eu cette discussion hier. Le débat, c'est pas de savoir est-ce que ce sont les gros cabinets qui ont défrayé la chronique type McKinsey qui sont concernés. C'est aussi tous les cabinets de conseil plus petits ou de taille intermédiaire qui accompagnent les collectivités dans leur mission. Et je pense qu'il n'est pas illégitime, en tout cas, d'avoir des logiques de transparence. De consultants, donc des gens qui n'ont jamais soigné de leur vie, qui viennent dire à des soignants comment il faut soigner. C'est le principe de leur métier, mais admettons. Et généralement, qui ne proposaient qu'une ou deux
hypothèses pour réformer, par exemple, le temps de passage aux urgences, par exemple, l'organisation des blocs opératoires. Et donc, dans ces hypothèses, il n'y avait jamais le manque d'effectifs, il n'y avait jamais le manque de dotation, le manque de moyens, il n'y avait jamais le niveau des qualifications. Tout ça n'existe pas. La seule chose qui était avancée par les cabinets de conseil dans les 20 dernières années, c'était réduire le temps de pause des soignantes et des soignants, renforcer l'intensité de leur activité, bref, maltraiter les soignantes et les soignants comme étant l'option absolue et l'option numéro 1 pour faire tourner l'hôpital public. Ça pose un problème, évidemment. On peut être en désaccord politique avec cela. Il est inadmissible que ces cabinets puissent venir avec une seule solution, clé en main, des PowerPoint qui sont copiés-collés d'une mission à une autre. Et cet amendement vise à y mettre fin. Donc mon sous-amendement, le premier, vous propose en plus, parce que quand même on n'est pas trop débile non plus, vous propose en plus que pour faire un rapport sur les cabinets de conseil, on ne puisse pas recourir pour la réalisation de ce rapport à un cabinet de conseil. Il faut quand même pas me prendre pour un imbécile. Bah, vous pouvez, hein, mais je sais lire des amendements. Vous m'avez dit, monsieur Millienne, que mon amendement était satisfait, mais c'est pas vrai. Mon amendement, il n'est pas satisfait. Votre amendement à vous, il propose de faire un rapport sur la chose que vous avez décidé unilatéralement, à savoir appliquer la loi aux communes de plus de 100 000 habitants, aux intercos de plus de 100 000 habitants, aux régions et aux départements. Il y a une décision qui est prise par le gouvernement d'appliquer cette loi aux communes de plus de 100 000 habitants. Mon rapport, ma proposition d'amendement à moi, c'était faire un rapport sur l'éventualité d'appliquer la loi aux communes de moins de 100 000 habitants. D'ailleurs, il y en avait un sous-amendement particulier qui disait « Ne recourrons pas au cabinet de conseil pour faire un rapport qui propose de réfléchir à l'utilisation des cabinets de conseil. » Ça ne l'est pas dans le vôtre, hein, cette partie-là, étrangement. Entendu des choses qui ne correspondaient pas, au fond, à ce qui était la démarche du gouvernement. L'idée n'étant pas de bloquer, mais bien d'essayer de trouver... de ne pas dédoubler les travaux qui sont engagés auprès du Parlement, par le gouvernement. De plus en plus de cabinets, que ce soit Boston Consulting, Capgemini, ont comme méthode de travail d'envoyer certains de leur personnel œuvrer au sein des équipes pour observer le travail tel qu'il a lieu. C'est par exemple le cas de ce qui se fait en milieu hospitalier. Ils délèguent quelqu'un du cabinet de conseil, un consultant, une consultante qui va regarder, qui va se mettre dans l'équipe et qui va y rester malheureusement un temps extrêmement réduit, c'est quelques jours, et qui à partir de cette expérience d'une poignée d'heures à l'hôpital va émettre un jugement général sur la manière dont il faudrait réviser le travail. Ça pose une série de problèmes. Qu'on vous observe travailler sans que vous le sachiez, c'est une logique d'espionnage et qui insécurise dans le travail. Donc il y a un problème en termes d'honnêteté, premièrement. Deuxièmement, il y a un souci sur les personnes observées, parce qu'on regarde toujours les salariés et les agents, jamais les hiérarchies. Donc cette méthode de travail, elle vise à blanchir et à disculper systématiquement les décisions qui sont prises au niveau des directions administratives. Troisièmement, ça empêche toute réflexion collective avec le personnel. Parce que si quelqu'un vient secrètement vous observer bosser, ça veut dire qu'on ne vous réunit pas avec vos collègues pour réfléchir au travail. C'est-à-dire qu'en vous espionnant de l'extérieur, on va vous dire ce qui est bon à faire, ce qui est bon pour vous, y compris malgré vous, par des gens qui ne connaissent pas votre métier. Et finalement, ça vous impose des choses qui sont tout à fait aberrantes. Tout à l'heure, j'évoquais l'exemple hospitalier parce qu'il est très bon. C'est quand même un secteur, l'hôpital public, où on a envoyé des consultants qui, après avoir passé 4 jours dans une équipe, vous disent les gens font trop de pauses. Ce que l'on propose avec cet amendement, c'est au fond de faire porter l'article 3 sur l'état des lieux des engagements pris en matière de réinternalisation des compétences de conseil qui étaient demandés. Bien sûr, ceci vient en complément de ce que vous recevez au moment des débats parlementaires, c'est-à-dire ce que l'on appelle le jaune, et qui est donc été pour préciser exactement à quoi afféraient les dépenses en matière de conseil lorsqu'elles sont externalisées. Cet amendement du gouvernement à l'article, il suscite finalement qu'une seule interrogation, c'est quel est le cabinet de conseil qui l'a rédigé? C'est la seule question qu'on peut se poser ici, puisqu'il a 2 grandes dimensions. La première, c'est d'avoir moins souvent de l'information. On avait une version initiale qui disait que tous les ans on serait informé, maintenant c'est tous les 3 ans, permettant évidemment à des prestations, y compris contestables, d'arriver jusqu'à leur terme avant même qu'elles soient contrôlées à mi-chemin.